Hi everyone and welcome back. We are joined today by Bonjour à tous Mohamed et Marandi, bienvenue à nouveau. professor at Nous Tehran sommes aujourd'hui University, and rejoints he par is Sayed Ems senior Marandi, advisor to professeur à Iran's l'Université nuclear de negotiation Téhéran team. et ancien So conseiller he's de l'équipe here with iranienne me de at négociations Lyon today. nucléaires. It Je suis seems très that heureux de we vous avoir might be parmi heading nous, towards another car il big semble que nous nous clash dirigions peut-être vers un between nouveau Iran and grand the world. affrontement That dans is votre région du monde. the L'incapacité à capability to curb contenir or ou à destroy détruire le Yémen semble inciter à une escalade du côté américain et israélien. Nous voyons également Trump publier un tweet avec un dernier avertissement à l'adresse du Hamas, dans lequel il exige la libération des otages. Sinon, il n'est pas clair comment Trump réagirait. Encore une fois, je ne sais pas s'il s'agit de présenter la guerre comme étant centrée sur la libération des otages ou s'il s'agit d'un véritable avertissement. Je me demandais ce que vous pensiez de ces récents développements. Voyez-vous se profiler une nouvelle grande guerre au Moyen-Orient, possiblement même entre l'Iran, Israël et les États-Unis? Well, first of all, thank you very much for inviting me, Glenn. It's always an honor Eh to be bien, on your show. tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn. C'est toujours un honneur d'être dans votre émission. Ce qu'il faut savoir à propos de Trump, et vous connaissez Trump mieux que moi, c'est qu'aucun d'entre nous, du moins parmi les personnes qui m'entourent et celles que je suis, comme vous, n'a été capable de fournir une compréhension adéquate de la façon dont il fonctionne mentalement. Puisqu'il change constamment d'avis, de position et se contredit, il n'est pas clair que ce tweet soit particulièrement spécial. Il est évidemment significatif, car il est le dirigeant des États-Unis, mais aussi parce qu'il intervient à un moment où les Israéliens intensifient le génocide à Gaza. Ils détruisent les derniers bâtiments encore debout, remplis de réfugiés, à un rythme extraordinaire. At an extraordinary pace, and it's something that Western media is not covering. Yesterday, Et c'est quelque chose que les médias occidentaux ne couvrent pas. Hier et aujourd'hui, nous avons vu de nombreux immeubles remplis de familles simplement détruits afin d'intensifier la famine et la misère. Ainsi, le régime accentue la pression. Et à ce moment-là, Trump a publié ce message. Il a mis en ligne ce post. Donc je pense qu'il leur offre une forme de couverture, mais il fait cela à un moment où le génocide s'intensifie. Mais je ne sais pas si cela va constituer un avertissement final. D'après ce que j'entends de personnes qui connaissent la situation à Gaza, la résistance à Gaza, le Hamas, le djihad islamique et les petits groupes est en position de force, et ils ont de nouvelles capacités pour construire des tunnels plus rapidement. Et ils ont les moyens de poursuivre cette résistance pendant très longtemps. Et nous avons vu aujourd'hui même comment une opération a été menée contre le régime. D'une part, à Gaza, il y a eu un incident de sécurité. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais aussi à Tel Aviv, je pense. Je viens de vérifier, je n'ai pas vérifié les détails, mais plusieurs Israéliens ont été tués et une opération a été menée contre eux. Donc la situation ne va pas bien pour Netanyahou. Ce n'est pas une victoire. Et je ne vois pas comment Trump va pouvoir changer cela en faveur de Netanyahou. Ce qui est clair, c'est que Trump est très proche de Netanyahou. Il n'a aucun problème avec ce qui se passe, même si le monde entier s'est complètement retourné contre le régime. Et les gens ont ouvert les yeux sur la réalité de la Palestine, sur l'histoire de la Palestine. Parce que lorsque les gens voient ces choses jour après jour, ils commencent à se poser des questions. Et ils découvrent la Nakba. Ils apprennent comment ces personnes ont pris leurs maisons, ont violé, tué et expulsé les Palestiniens vers la Cisjordanie et bien sûr la bande de Gaza. Ainsi, à mesure que le monde a changé et que le récit Bala, le récit dominant parmi les populations du monde entier, a évolué, on constate que les élites aux États-Unis, en Europe, mais Trump en particulier, sont devenues encore plus défiantes dans leur soutien à Netanyahou et à ce qu'il fait. Netanyahu and what he's doing. From my understanding, I don't think there's going to be any major
D'après ce que je comprends, je ne pense pas qu'il y aura de changement majeur sur le terrain à Gaza, c'est-à-dire une tentative de détruire la résistance ou le Hamas. Je ne vois pas, du moins pour l'instant, les États-Unis prendre une action directe en faveur de Netanyahou qu'il n'ait pas déjà entreprise. Ils continueront à soutenir ce génocide. Ils continueront à financer le régime israélien et Netanyahou, à lui fournir un soutien financier, militaire et politique. Mais je ne vois rien de nouveau se produire en ce moment. Et vous savez, nous avons vu comment, par exemple, avec la Russie, Trump avait dit qu'il mettrait fin à la guerre avant d'entrer en fonction. Et progressivement, nous l'avons vu se rapprocher de la position dominante en Occident, celle des élites occidentales. Et puis nous avons vu la réunion en Alaska. Il y avait l'espoir qu'il y aurait une sorte de changement. Et maintenant, il parle d'intensifier les sanctions. Et les personnes autour de lui disent que les Européens doivent se joindre à nous pour faire tomber l'économie russe. Donc tous les quelques jours, toutes les quelques semaines, nous voyons ces changements soudains sur différents sujets. Un jour, il insulte la Chine. Le lendemain, il appelle le président Xi son ami. Un jour, ils insultent l'Inde. Le lendemain, c'est juste le chaos. Donc pour moi, il est littéralement impossible d'analyser cela d'une manière qui ait du sens pour les jours et les semaines à venir. Oui, eh bien, concernant la tâche impossible de comprendre ce que fait Trump, parce que parfois sa rhétorique change en une demi-heure. Mais sur ce sujet, il y a aussi cet argument qui circule, que j'ai également entendu de la part de certains hauts responsables politiques de l'Union européenne, que l'attaque de Trump contre l'Iran était un effort pour empêcher une escalade israélienne. Car à l'époque, il considérait que la guerre contre l'Iran était en train d'être perdue et craignait que les Israéliens n'escaladent de manière spectaculaire pour sauver la situation, allant peut-être même jusqu'à impliquer des armes nucléaires. Donc Trump a mené cette frappe. Certains disent que cela s'est fait en coordination avec, ou alors qu'ils étaient en dialogue avec les Iraniens. Et en affirmant que, eh bien, toutes les installations nucléaires sont démolies, qu'elles ont disparu, qu'elles sont anéanties, cela met essentiellement fin à la guerre. Donc je me demandais, comment interprétez-vous cela de votre point de vue en Iran? Trouvez-vous cela crédible? Ou bien, encore une fois, c'est toujours le même argument. Trump cherche-t-il à apaiser les faucons ou les a-t-il rejoints? C'est toujours très... Encore une fois, l'ambiguïté stratégique semble très délibérée de sa part. D'ailleurs, son administration se vante presque du fait que personne ne sait ce qu'ils font. Donc je me demandais si vous aviez un point de vue à ce sujet. Je pense qu'il devient de plus en plus évident qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une tentative majeure de créer de l'ambiguïté. Je pense que Trump n'a vraiment aucune idée de ce qu'il fait. Et je pense que ses actions au cours des derniers mois l'ont démontré. En ce qui concerne la guerre commerciale, les tarifs douaniers, le traitement de l'Inde, du Brésil, la guerre dans notre région, le génocide, je pense que c'est devenu clair. Je veux dire, pendant quelques mois, nous aurions pu utiliser ou accepter que cela soit un argument valable pour ceux qui le défendaient, ou du moins pas nécessairement valable, mais quelque chose qui pouvait être pris au sérieux. Mais je pense qu'après un certain temps, il est devenu de plus en plus évident qu'il n'y a pas de véritable stratégie. En ce qui concerne votre question, je pense que je devrais la diviser en deux parties. La première question est de savoir si le programme nucléaire iranien a été gravement endommagé, détruit ou anéanti, comme il aime le dire. Nous savons que le chef de la Defense Intelligence Agency a été démis de ses fonctions, et leur évaluation des frappes américaines était qu'elles n'étaient ni très importantes ni très efficaces. Et je pense qu'il est assez clair que les Iraniens, avant même le début de la guerre,
avait déjà tout d'abord, il n'y a rien de vraiment significatif à la surface, sur le terrain, à frapper. Donc, tout ce que les Israéliens ont bombardé pendant ces jours-là était sans importance. Tous les aspects ou éléments clés du programme nucléaire iranien sont très profondément enfouis sous terre. Sans avoir accès aux informations sur le programme nucléaire, je suppose qu'ils restent intacts. I would guess that they remain untouched. I'm just guessing. So it's just a guess. Je ne fais que supposer. Ce n'est qu'une supposition. Et d'après les évaluations des services de renseignement militaire américains, je pense que ma supposition est justifiée. J'imagine que les Iraniens ont construit ces installations souterraines en pensant qu'à un moment donné, les États-Unis les bombarderaient. Et ils pourraient les bombarder, disons, avec des armes nucléaires. C'est, je pense, dans cet état d'esprit qu'ils ont avancé lors de la construction de ces installations souterraines. Donc, premièrement, je ne crois pas qu'il y ait eu de dégâts importants. Deuxièmement, je crois que le directeur de l'AEA a déclaré il y a seulement quelques jours que la capacité de l'Iran à produire des centrifugeuses n'a pas été réduite. L'Iran dispose d'une base industrielle très solide en général. Et la raison en est en partie liée aux sanctions. Depuis plus de 40 ans, nous sommes sous sanctions. Et ces dernières années, nous avons subi des sanctions de pression maximale. L'Iran a donc été contraint de devenir plus autosuffisant dans différents secteurs industriels. Et bien sûr, le programme nucléaire repose sur une base industrielle. Quant au programme militaire iranien, car lorsque la révolution a eu lieu, l'Iran ne possédait pas d'industrie militaire notable. Presque tout était importé. Mais aujourd'hui, l'industrie militaire iranienne est très avancée. Nous savons que les Russes importent depuis des sources occidentales. Nous savons aussi que les Russes importent du matériel et des équipements militaires d'Iran. Cela nécessite bien sûr également une base industrielle. Or, l'Iran dispose de cette base industrielle et le directeur de l'AEA l'a reconnu. Aujourd'hui, l'Iran n'a plus besoin des IR-1, la première génération de centrifugeuses. Les centrifugeuses iraniennes sont désormais bien plus avancées, beaucoup plus petites, et l'Iran sait enrichir l'uranium à des niveaux très élevés. L'Iran possède donc à la fois les installations bombardées, si l'on en croit le renseignement militaire américain, elles sont en sécurité. L'Iran peut produire de nouvelles centrifugeuses, des centrifugeuses avancées. Et maintenant que l'Iran ne coopère plus avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, il y a de nombreuses choses que les Iraniens peuvent faire sans que l'agence n'en ait la moindre connaissance. Donc, cette ambiguïté, ou ambiguïté stratégique, fonctionne en faveur de l'Iran. À mon avis, le bombardement de ces sites par les États-Unis a été une grave erreur, car il a permis à l'Iran de cesser sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour des raisons légitimes. En d'autres termes, la communauté internationale, le Sud global, les Russes, les Chinois, comprennent la position de l'Iran, d'autant plus que l'A a été impliqué dans toute cette affaire. En ce qui concerne l'escalade israélienne, il n'y a qu'une seule façon pour eux d'aller plus loin. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient dans leur guerre contre l'Iran lors de la guerre d'agression de 12 jours, car ils tentaient de renverser l'Iran. Ils ont donc tout donné. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient et ils ont également utilisé les installations de la région qui leur ont été mises à disposition dans le Golfe Persique, en Turquie, l'espace aérien de la Jordanie, ainsi que les capacités occidentales. Tout cela a été mobilisé. La seule façon pour le régime israélien d'escalader, c'est bien sûr d'utiliser des armes nucléaires. Cela, évidemment, je ne peux pas dire si cela arrivera ou non. Mais si Israël utilise des armes nucléaires, l'Iran changera immédiatement sa posture nucléaire. L'Iran est un pays immense. Il dispose d'énormes capacités. Ses capacités souterraines, défensives et offensives sont inégalées dans cette région. Et cela aurait des conséquences catastrophiques
pour le régime israélien également. De plus, le monde se retournerait contre ce régime. Il ne s'agit pas seulement du génocide du peuple palestinien à Gaza. Une attaque nucléaire aurait des conséquences mondiales et un impact énorme sur le bien-être des populations à travers l'Asie, l'Afrique et certaines parties de l'Europe. Je pense donc que cela entraînerait la fin du régime israélien, car le monde ne le tolérerait pas. Ce n'est pas quelque chose que Trump et les dirigeants européens pourraient justifier. Ils le feraient probablement. Les Européens et les Américains, en gros, leurs élites, justifieront tout ce que font les Israéliens. S'ils massacrent tous les Palestiniens, puis tous les Libanais, tous les Jordaniens et tous les Égyptiens, ils continueront à les soutenir. Et la BBC, CNN, Fox News, Breitbart, tout le monde trouvera d'une manière ou d'une autre une justification et blâmera les victimes. Voilà à quel point c'est horrible. Voilà à quel point ces gens sont vraiment sinistres. Vous savez, ils voient les Palestiniens comme des cafards. Pour moi, c'est tout simplement la réalité. Ils justifieraient n'importe quoi. Mais le reste du monde ne tolérera pas cela. Et nous l'avons vu avec les BRICS, comment le symbolisme des BRICS montre à quelle vitesse le monde a changé. Donc je ne peux pas vraiment commenter là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que les Israéliens, en ce qui concerne la guerre conventionnelle, ont poussé l'escalade aussi loin que possible. Mais en réalité, après que les Américains ont frappé l'Iran, les frappes iraniennes contre le régime israélien sont devenues plus efficaces et plus destructrices. Et au cours des 3 derniers jours, presque tous les missiles iraniens sont passés. Donc la frappe américaine n'a pas aidé. D'après ce que je comprends, les Américains n'avaient des camps temps. My understanding is that the Americans gave concessions to you. And the one Et l'une des raisons à cela est la connaissance du public. Lorsque le soi-disant cessez-le-feu, et il faut se rappeler que l'Iran n'a pas accepté le cessez-le-feu, il s'agit simplement d'une pause dans les combats. En d'autres termes, l'Iran pourrait reprendre les hostilités en fonction des menaces proférées par le régime israélien. Nous n'avons pas de cessez-le-feu avec eux. Mais lors du dernier, comme Trump l'a dit, lorsque le cessez-le-feu a eu lieu, que les Iraniens peuvent désormais vendre tout leur pétrole à la Chine. Pourquoi aurait-il dit cela? Cela n'a rien à voir avec la guerre. Cela n'a rien à voir avec la suspension des hostilités. Donc je pense que cela lui a échappé. Mais c'était, je pense, l'une des concessions que les États-Unis ont accordées à l'Iran, à savoir qu'ils assoupliraient certaines choses, notamment les sanctions. Bien sûr, l'Iran exporte des sanctions qui fonctionnent à plein de its supplies. Mais je pense que cela voulait probablement dire que nous allons harceler l'Iran moins, mais de différentes manières. Mais vous savez, après la frappe des États-Unis, comme je l'ai dit, la situation s'est aggravée. Et Steve Bannon a dit, je l'ai entendu le dire 2 fois moi-même, que la situation est devenue vraiment mauvaise pour Israël. Et en gros, la véritable histoire, l'histoire cachée, l'histoire méconnue de cette guerre, c'est que Trump a sauvé Netanyahou. Mais ces 3 dernières frappes, ces frappes lourdes de l'Iran, ont été menées après la frappe américaine. Et bien sûr, par la suite, l'Iran a également frappé la base américaine au Qatar. Trump a dit qu'aucun missile n'avait touché. Mais plus tard, des images sont apparues montrant qu'en réalité, les missiles iraniens avaient bien frappé et qu'ils avaient touché les parties les plus sensibles de la base. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez évoqué l'ambiguïté stratégique plus probable de l'Iran concernant son programme nucléaire. Eh bien, vous faites alors référence à l'énergie nucléaire. Mais après la guerre, après que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, j'ai eu une conversation avec Theodore Postol. C'est un scientifique spécialisé dans le nucléaire. Il connaît tout sur ces armes nucléaires. À MIT, il a aussi conseillé le Pentagone pendant un certain temps. Et il faisait remarquer, en argumentant sur le désastre qu'a représenté la décision d'attaquer l'Iran,
que l'Iran développerait probablement une plus grande ambiguïté stratégique, de manière générale, à propos de son programme nucléaire. En d'autres termes, il adopterait peut-être une position similaire à celle d'Israël au bout d'un moment, ni confirmer, ni nier, ou simplement ne pas commenter les développements concernant les armes nucléaires. Juste pour être clair, je sais que vous ne parlez pas au nom du gouvernement et que vous ne travaillez plus en tant que conseiller pour l'équipe de négociation nucléaire. Mais selon vous, quelle est la probabilité que l'Iran développe davantage d'ambiguïté concernant son programme d'armes nucléaires? Oui, pour renforcer son pouvoir de dissuasion. Je veux dire, l'argument de Ted Postol serait que cela serait rationnel. Encore une fois, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Mais il faut reconnaître qu'il est beaucoup plus probable que l'Iran ressente le besoin d'une dissuasion. Donc, soit il obtiendrait des armes nucléaires, soit non. Mais dans tous les cas, il laisserait planer davantage d'ambiguïté à ce sujet, afin de pousser les autres pays à réfléchir à 2 fois avant de l'attaquer à nouveau à l'avenir, en particulier ses réacteurs nucléaires. Eh bien, je tiens à préciser que lorsque j'étais conseiller auprès de l'équipe de négociation nucléaire, à la fois sous le Dr Zarif en 2015 et plus récemment avec le Dr Bagheri, j'étais conseiller médiatique. Donc je ne faisais pas partie des négociations elles-mêmes. Tout ce que je dis n'est donc que spéculation, évidemment. Mais je pense que son analyse est juste. Je pense qu'il sait vraiment de quoi il parle. Je n'ai en fait pas vu votre émission en particulier avec lui, mais j'ai vu une émission qu'Alastair Crooke m'avait conseillé de regarder. Je crois que c'était 1 ou 2 semaines avant votre émission. Je devrais regarder votre émission avec lui. Mais je pense qu'il est très pertinent et je crois que c'est essentiellement la voie que l'Iran est probablement en train de suivre. L'Iran ne coopère pas avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a une certaine coopération dans le sens où ils ont permis à 2 inspecteurs de venir en Iran pour se rendre à Bushehr, à la centrale nucléaire de Bushehr, parce qu'elle a été construite par les Russes et qu'ils étaient en train d'y installer du nouveau combustible et de retirer l'ancien. Et comme les Russes estiment nécessaire de coopérer avec l'organisation et qu'ils font partie du projet, ils construisent également 2 nouvelles unités pour la centrale nucléaire de Bushehr. Les Iraniens ont permis à ces inspecteurs de se rendre à Bushehr, mais ils n'ont pas été autorisés à voir quoi que ce soit en lien avec les programmes propres de l'Iran, comme l'enrichissement, etc. Donc il ne s'agit que de Bushehr. Je pense qu'il subsiste une certaine ambiguïté. Il y a la fatwa, et nous en avons déjà parlé. D'après ce que j'ai compris, 2 questions clés y sont liées. La première est d'ordre moral. Pendant la guerre contre Saddam Hussein, lorsque l'Occident a fourni des armes chimiques à Saddam Hussein, le dirigeant de l'époque, l'ayatollah Khomeini, l'imam Khomeini, a refusé d'autoriser l'Iran à produire des armes chimiques en réponse à celles de Saddam. Il a déclaré qu'elles étaient inhumaines. Il existe donc un précédent à cela. Mais le deuxième problème est bien sûr que l'Iran a 15 voisins. L'Iran est un très grand pays, et avoir 15 voisins est une excellente chose. Mais cela comporte aussi des problèmes potentiels. Si l'Iran développe une arme nucléaire, alors tous ces pays qui sont des voisins immédiats, mais aussi des pays plus éloignés, seraient encouragés à développer des armes nucléaires. Et cela est dangereux pour la région. C'est pourquoi l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires, pour ces raisons. Mais l'actuel chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, le Dr Larijani, est une personnalité très compétente. Avant de devenir le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, l'année dernière, ou il y a quelques mois, il est passé à la télévision et a déclaré
que s'il y avait une menace pour l'existence de l'Iran, alors la posture nucléaire de l'Iran changerait. Acer Perry est maintenant le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale. And he is now the head of the Supreme National Security Council. So people can read into that what they Les gens peuvent en tirer les conclusions qu'ils veulent. Je pense qu'il est clair que l'évaluation du professeur est logique. Je pense que l'Iran souhaite préserver l'ambiguïté nucléaire. Cela ne signifie pas qu'il produira une arme nucléaire, mais cela veut dire que l'Iran pourrait créer un environnement où des armes nucléaires pourraient facilement et rapidement être produites et placées dans ses bases souterraines à travers le pays en cas d'urgence. Je pense que cela a du sens. Je pense que tout pays qui observe le comportement des Israéliens et de l'Occident comprendrait que l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires, mais que l'Iran ne permettra pas que son existence soit menacée. Et le comportement du régime israélien dans la réalisation de cet holocauste, ainsi que le comportement de l'Occident qui soutient le régime israélien quoi qu'il fasse, me semble faire de cette évaluation non seulement une évaluation valable, mais aussi la position la plus correcte à adopter. Oui, eh bien, cette ambiguïté, cependant, il semblait que c'était une conséquence prévisible. Mais j'aimerais juste poser une toute dernière question très brève. Selon vous, quelle est la probabilité qu'une nouvelle guerre éclate entre les Israéliens et les Américains d'un côté et les Iraniens de l'autre? Eh bien, vous savez, Glenn, c'est ce dont les gens parlent ici en Iran. Mais en même temps, les gens continuent leur vie. Ils sortent dîner. Je suis sur le campus. Nous avons des thèses à présenter et du travail à faire. Donc la vie continue. Je pense que les Iraniens se sentent confiants aujourd'hui quant à leur situation parce qu'ils ont gagné la guerre, surtout puisque les derniers jours de la guerre se sont bien passés pour l'Iran. Mais il est aussi clair que les forces armées iraniennes, on entend des nouvelles selon lesquelles les forces armées iraniennes se préparent rapidement à la guerre. Et puisque le régime israélien a utilisé toutes ses capacités, les Iraniens connaissent désormais beaucoup mieux leurs propres faiblesses, ainsi que les faiblesses et les forces du régime israélien. L'armée procède à des changements et améliore ses capacités en matière de missiles, de défense et de sécurité. De nombreuses personnes affiliées au service de renseignement israélien ont été arrêtées et leur réseau démantelé. De plus, l'appareil de sécurité est désormais plus conscient des capacités du régime israélien, et il prend des mesures en conséquence. Par ailleurs, les relations de l'Iran avec les pays du Sud global s'améliorent. On a pu le constater lors de la photo officielle prise avant le défilé militaire à Pékin. Le président Ebrahim Raïssi et sa fille qui l'accompagnaient se tenaient juste à côté du président Xi. Je pense que cela montre la profondeur de leur relation. That shows how deep the relationship is, and also De plus, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président Poutine et le président Raïssi ont également eu une très longue réunion, et il a eu des rencontres avec d'autres dirigeants. Mais ce que je veux dire, c'est que la relation de l'Iran avec le Sud global évolue. Et les États-Unis, ainsi que les pays occidentaux, et vous en avez parlé en détail, en repoussant l'Inde et le Brésil, en antagonisant tous ces pays et en menaçant la Russie, tout cela sert les intérêts de l'Iran, car cela offre à l'Iran plus d'options et plus d'opportunités pour renforcer ses relations avec les pays du Sud global. Donc je pense que s'il y a une nouvelle guerre, ce sera pire pour le régime israélien que la dernière fois. It will be worse for the Israeli regime than last time. And that's why I would say that Et c'est pourquoi je dirais que si j'étais israélien, je ne ferais pas cela. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de Netanyahou et que ses intérêts ne coïncident pas nécessairement avec ceux du régime. Et les personnes qui l'entourent, même si, dans leur immense majorité, les Israéliens sont sionistes
et selon leurs propres sondages, soutiennent le génocide. Les personnes autour de lui, ses alliés politiques actuels, sont des sionistes comparés à d'autres fanatiques sionistes. Donc la rationalité n'est pas nécessairement ce qui gouverne ou prévaut à Tel Aviv ou à Washington. Nous ne pouvons donc pas être certains de l'avenir, mais l'Iran est aujourd'hui bien mieux préparé qu'il ne l'était auparavant. Eh bien, professeur Marandi, je sais que vous êtes un homme occupé, donc je vais vous laisser partir maintenant. Mais merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir, Glenn. Chaque fois que tu me demandes de venir dans ton émission, je viendrai. J'ai toujours du temps pour toi. Merci. Merci. Thank you.